Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le Gambit Colorado au travers d'une partie assez incroyable qui s'est disputée en 2011 et qui a opposé Sergei Kasparov à Torben Schulz. Donc Sergei Kasparov devait tourner autour de 2450 Elo et Torben Schulz autour de 2320 et quelques. Donc là, on va tout de suite rentrer dans la partie avec E4 cavalier C6, donc on pourrait jouer donc cavalier F3 est joué, et là on pourrait jouer avec les noirs par exemple E5, et on retomberait dans une position classique avec une italienne par exemple après fou C4, ou une espagnole après fou B5, etc. Mais là, le Gambit Colorado, c'est la poussée F5. Donc pour attaquer le centre, immédiatement, et nous allons voir donc ce qui se passe après la prise. Donc la prise déjà, ça donne des perspectives d'attaque. On voit que la diagonale E8 H5 est disponible, que la dame pourrait peut-être éventuellement venir dessus, qu'au niveau du centre, les noirs ne pourront pas pousser en E5 puisqu'il y aurait prise en passant tout simplement. Donc c'est quand même assez intéressant pour les blancs de prendre. Donc les noirs jouent E5, donc répliquent au centre, donc ils veulent quand même contrôler le centre. Et E5 permet en outre d'attaquer le pion en F5. Donc les blancs jouent D4 à leur tour, et fou prend F5. Là on pourrait se dire que la position c'est à peu près équilibré. En fait, stratégiquement, ça a l'air d'être une très mauvaise ouverture. Euh, Pourquoi? Ben, tout simplement déjà parce que si le pion E7 ne peut pas s'échanger contre le pion D4, le pion E7 sera toujours un pion arriéré. Par conséquent, on se dit, mais c'est quand même très curieux de jouer de cette manière. Surtout qu'après fou B5, là, qui va être joué au coup suivant, fou B5 E6, regardez, et cavalier E5. C'est vraiment pas une position qui donne envie d'être jouée, on est d'accord. C'est donc déjà une grosse pression sur le cavalier C6, on voit qu'il a attaqué deux fois. Ce pion en E6 est arriéré, le cavalier blanc bénéficie d'un avant-poste, le cavalier noir est cloué. Ce fou-là, il a pas de case. On voit mal comment il peut trouver du jeu dans l'avenir. Donc là, clairement, on se dit que la position noire, elle est complètement désespérée. Mais en fait, c'est une de ces exceptions où les noirs ont l'air d'avoir une position complètement euh, désespérée. Et en fait, elle va tenir. Et si on joue pas correctement avec les blancs, eh bien les noirs non seulement vont pouvoir tenir, mais vont pouvoir obtenir du jeu et gagner, comme dans cette partie. Donc cavalier E7, c'est forcé. Enfin, peut-être que dame D6. Mais après fou F4, enfin bref, c'est vraiment très compliqué. Je pense que cavalier E7 est certainement la suite la plus logique en tout cas. Dame H5 échec, G6, donc il n'y a pas de menace de sacrifice, donc dame E2, tout simplement. Alors encore une fois, stratégiquement, les pions G6 et H7, ça laisse quand même une sacrée opportunité pour le fou de case blanche, de case noire, pardon, pour le fou blanc de case noire, puisque ce fou pourra venir exercer son contrôle sur ces cases. Ça paraît quand même, encore une fois, stratégiquement, positionnellement, ça paraît très compliqué à jouer avec les noirs. Fou G7, alors là on pourrait être tenté avec les blancs de capturer le fou en F5, le fou en F5, oui c'est ça, avec G4, et si par exemple fou E4, F3, et là on peut se dire oui mais le fou n'a plus de cases, mais c'est pas bon en fait, parce que les noirs disposent d'une botte secrète, et vous allez voir qu'en fait dans cette partie, les noirs ont des bottes secrètes, et c'est assez incroyable. D'ailleurs elle va se terminer relativement rapidement, en 19 coups. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même très rapide, surtout que c'est un gain des noirs, donc c'est très très rapide. Et donc effectivement ici si pion prend, cavalier prend, alors tout est en l'air, la dame en E2 est attaquée, le fou en B5 est en prise, et le cavalier en E5 est en prise par le fou G7, donc ici vraiment complètement perdant pour les blancs. Surtout que grosse attaque à venir puisque la colonne est ouverte, la tour est dessus, bref, c'est vraiment pas du tout une bonne position. Donc, G4 n'est pas correct. Dans cette position,
les blancs vont jouer le coup beaucoup plus logique, fou G5. Donc là maintenant on constate quand même que le fou n'a pas de case pour jouer quasiment, hein. Le fou blanc, il est complètement... Bon, il est devant ses pions, mais il a quasiment aucune case, hein. Il serait en prise par exemple, il a que la case de 4, mais ce serait très très... très curieux, hein, de jouer fou E4, hein. Je pense pas que ça donnerait grand chose tout de suite. Euh, le cavalier en E7 est cloué. Le cavalier en C6 est cloué. Et le fou en G7 n'a pas d'autre case, hein, puisque les cases H6 ou F6 sont prises, sont contrôlées par le fou G5. Donc là, les noirs n'ont aucun coup à jouer. À part le roc, ils n'ont rien à jouer. Mais ils ont le roc. Et vous allez voir qu'à chaque fois, ils ont un coup à jouer qui va leur permettre de ne pas tomber dans une variante perdante. Petit roc. Donc là, la menace, effectivement, maintenant, c'est la prise sur D4, hein, comme on l'avait vu. Par conséquent, les blancs optent pour fou prend C6, dans l'idée que si B prend C6, cavalier prend C6 gagne la pièce, hein, puisque la dame est attaquée, donc la dame doit se sauver, et le cavalier va tomber en E7. Donc on se dit qu'après fou prend C6, c'est gagné. Mais non, parce qu'encore une fois, il y a une botte secrète relativement remarquable. C'est cavalier prend C6. Vous rêvez pas, c'est bien le bon coup, je me suis pas trompé. Regardez, le fou en G5 peut prendre la dame en D8, vous rêvez pas. Et ça a bien été joué par un 2320. Donc effectivement, quand même un petit doute, hein, parce que bon, c'est vrai que Sergei Kasparov a tendance à accuser un petit peu tout le monde de tricher, mais euh, enfin en tout cas c'est ce qui est dit, hein. Moi je ne suis pas, mais c'est ce qui est dit. Et là dans cette partie, ça fera pas exception. Il va accuser son adversaire de tricher, de tricherie. Euh, Bon, c'est pas la question, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que Schulz a superbement joué cette partie, une vraie démonstration, et on peut comprendre quand même la frustration que peut avoir Sergei Kasparov sur cette partie. Vous allez voir, cavalier prend C6, et bien oui, c'est pas une blague, c'est joué. Fou prend D8, cavalier prend D4, dame D2 ou dame D1, c'est forcé, la dame E2 est attaquée. On va jouer dame D2, c'est ce qui s'est joué dans la partie, et cavalier prend C2 échec, roi E2, pour que les tours puissent être coordonnés. Et ici, on constate que, si on fait le compte, le cavalier E5 est en prise, le fou D8 est en prise, et la tour A1 est en prise. Comment sauver tout ce beau monde? Eh ben, ça va pas être possible, tout simplement. Tour prend D8, superbe coup. Non, fou prend E5 d'abord. Fou prend E5, excusez-moi, oui. Fou prend E5, il faut... En fait, la seule pièce qui peut tenir la baraque dans cette position, c'est le cavalier. Le cavalier peut revenir et peut empêcher beaucoup de choses. Il faut prendre immédiatement le cavalier. Maintenant, les blancs veulent développer une pièce, c'est tout à leur honneur. Mais cavalier C3, bon, le fou va tomber, mais la tour va pouvoir se sauver. Donc les blancs se disent, bon, on tient à peu près. Vous allez voir que tour prend, et non, en fait, ça tient pas. C'est vrai que honnêtement, la partie qu'a joué Schulz est absolument époustouflante, hein. Vous allez voir, déjà là, avoir vu que tout ça, ça tenait, effectivement, parce que là, les variantes sont quand même encore très compliquées. On en est que deux trois coups après le sacrifice. Euh, Oui, on en est 3 coups après le sacrifice de dame, hein. Donc, ouais, on va dire 4 coups après le sacrifice de dame. Donc ça fait déjà 4 coups de calcul en avance. Et là, on va voir que on est loin d'avoir vu tout ce qu'il y avait à voir, hein. Donc, surtout qu'il y avait pas mal de possibilités tactiques. Donc c'est vrai que c'était vraiment très très compliqué. Mais Schulz a réussi à vraiment tirer le meilleur de cette partie, c'est une évidence. Et c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. Donc tour C1, hein, pour essayer de capturer ce cavalier, mais ça tient pas. Vous allez voir que euh, Schulz a encore la botte secrète, hein, c'est la poussée D4. Et si tour prend, et bien tout simplement la poussée D3 sur échec récupérera la tour en C2. Donc c'est pas possible de jouer de cette manière, tout simplement. Donc ici, cavalier D1 est d'usage.
fou E4, coup extrêmement fort, vraiment extrêmement fort. Fou E4, donc là, le problème c'est G2, le problème c'est fou F4, enfin bref, il y a beaucoup de problèmes. Donc ici, les blancs vont jouer Dame G5. Donc toujours la même histoire, hein. Si tour prend C2, il y a D3 échec, hein. Donc Dame G5, D3 échec. Encore une fois, c'est un coup extraordinaire. Roi F1, D2, tour B1, fou F4, et au 19e coup, Torben Schulz, à 2300 et quelques, va torpiller Sergei Kasparov qui abandonne, tout simplement dans une position complètement désespérée. Vous allez voir pourquoi. Donc, que se serait-il passé par exemple sur Dame G4? Eh bien, tout simplement, il y aurait eu cavalier D4, protège E6, attaque B1, et menace aussi fou D3 échec suivi de cavalier E2, et vous allez voir que ça va gagner. Donc ici, les blancs sont obligés de protéger leur tour, malheureusement. Fou F5, donc déjà, dame prend ne va pas à cause de fou échec, hein, récupérant la dame. D'accord, donc ici, dame H4, on voit pas trop quel autre coup. Fou D3 échec, roi G1, cavalier E2 échec, roi F1, cavalier C3 échec, roi G1, et cavalier prend D1, et tour prend D1, et pas fou C2, mais fou E2. Fou E2 pour empêcher dame G4, et puis la possibilité peut-être d'obtenir une nulle. Dans cette position, si, effectivement, si les blancs jouent tour B1, ou tour 1, il y a poussé sur tour ou dame, peu importe, tour prend, c'est échec et mat. Mais que se serait-il passé? Et c'est là que toute cette combinaison me semble assez hallucinante pour un être humain, même si je n'accuse personne de tricher, hein, pas du tout. Mais c'est vrai que je trouve que c'est une superbe performance de Schulz, vraiment extraordinaire. Je pense que c'était une préparation, mais vraiment extraordinaire. C'est que après cavalier prend D1, tour prend D1, après fou E2, si tour prend D2, après tout, c'est ce qui semble le plus logique. Tour prend, vous allez voir qu'on n'échappe pas au mat. Il n'y a pas de coup, regardez. Le mat a lieu en D1. Il n'y a pas de coup pour l'empêcher. Si on joue H3, tour D1 mat. Si on joue F3, c'est encore c'est différent, c'est fou E3 échec. Je vais vous montrer ça tout de suite. Dame ici, et tour mat. Donc c'est mat aussi. Et si on joue enfin G3, c'est ce qui tient le plus longtemps. Il y a fou F3, menace tour D1 mat. Donc là, il y a dame H3, tour D1, dame F1, tour prend, roi prend, suivi de tour D8, et ça va mater sur D1. Et il n'y a pas moyen de l'en empêcher. C'est pour ça que je dis que le sacrifice qui a eu lieu au 10e coup, après cavalier prend C6, eh bien, c'est juste un sacrifice extraordinaire. Et c'est vraiment une superbe partie qui s'est jouée, avec un niveau de jeu certainement bien au-delà de 2300 pour Torben Schulz, qui a fait une superbe performance. Alors, est-ce que c'était une préparation? J'espère. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'était vraiment une superbe partie, et quel bonheur d'avoir une telle démonstration euh, sur un Gambit Colorado. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et je vous souhaite de rapides progrès.